Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du Classico qui aura lieu ce soir entre le Real Madrid et le FC Barcelone en marge de la finale de la Coupe du Roi et au-delà de l'aspect sportif sur lequel je vais m'épancher juste après pour essayer de dresser les dynamiques et les enjeux. Il faut évidemment parler de ce qui se passe autour du match. Le match était déjà assez tendu sur le plan purement footballistique, mais il a pris une autre dimension hier avec les déclarations de l'arbitre du match qui s'est présenté en conférence de presse et qui a fondu en larmes au moment d'évoquer les répercussions que pouvaient avoir les pressions mises par les clubs sur sa vie personnelle. Et ça a provoqué un vrai raz-de-marée du côté de l'Espagne. Et ça a encore plus interrogé sur les pressions que pouvaient mettre les clubs sur les arbitres et sur les répercussions que pouvaient avoir ces pressions sur la vie personnelle de ces derniers. Je ne vais pas m'épancher sur le sujet parce que je ne vais pas vous mentir, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire sur YouTube, de parler des polémiques d'arbitrage, etc. Moi, j'essaie vraiment de parler de football, mais c'est vrai que si je devais faire un petit disclaimer, je dirais que le football, c'est qu'un sport et qu'on en arrive là, c'est quand même assez triste quand même à l'époque à laquelle on vit, d'autant plus que le Classico, il revêt d'énormément d'enjeux sur le plan sportif et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de hype autour du Classico et c'est ça, je pense, qui fait qu'il y a autant de tensions, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux sportifs, financiers autour de ce match-là et le Real Madrid a peut-être une certaine forme de pression, mais comme le FC Barcelone aussi, et ça évidemment ça cristallise des tensions et on le sait du côté de l'Espagne, l'arbitrage n'est pas le meilleur pour regarder pas mal de matchs de Liga. Je savais que je suis d'accord avec le fait que les arbitres ne soient pas forcément très bons du côté de la péninsule ibérique, mais ça ne justifie pas d'avoir un arbitre qui vienne jusqu'à pleurer en conférence de presse à cause des pressions qu'il peut subir par les différents clubs de Liga. Et ça a eu des répercussions sur sa vie familiale et c'est là que ça devient grave et c'est là qu'il faut peut-être agir bien sûr du côté de la fédération espagnole. Maintenant qu'on a dit tout ça, il faut parler du match, ce Real Madrid FC Barcelone, la troisième confrontation entre les deux clubs cette saison. Alors les deux premières ont viré au cauchemar pour le club de la capitale espagnole, puisque le Real Madrid s'est incliné 4-0 en Liga, 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne le 12 janvier dernier. Et aujourd'hui, on a donc la belle, il faut qu'il y ait une victoire, une défaite. Il y a vraiment deux victoires écrasantes du côté du FC Barcelone, mais c'est la troisième rencontre. Il y aura une quatrième rencontre, ce sera en Liga. Pourquoi pas le duel pour la Liga, ce sera le 11 mai prochain. Donc on va avoir l'équivalent de 4 classicos et le Real Madrid a encore l'occasion de revenir sur le FC Barcelone en termes de confrontation. Pour l'instant, il y a 2-0 pour le club catalan. Peut-être que si le Real gagne les deux prochains classicos, ils pourront sauver une saison qui pour l'instant s'annonce bien morose. On va commencer par évoquer la dynamique récente du FC Barcelone. On a une équipe du FC Barcelone qui va très bien, qui n'a plus perdu en Liga depuis le 21 décembre dernier. Il y a eu un faux pas face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions en quart de finale, mais tu avais gagné le match aller 4-0, se déplacer du côté du Signal Iduna Park, c'est toujours compliqué. Le Barça s'était incliné 3-1. Le petit disclaimer autour du FC Barcelone, c'est qu'on a une équipe qui a l'air très émoussée, qui a l'air très fatiguée sur le plan physique, je dirais même éreintée, parce qu'on arrive quand même à un stade de la saison où les joueurs sont très fatigués, où le FC Barcelone est engagé dans toutes les compétitions, tu es engagé en demi-finale de Ligue des Champions, tu vas affronter l'Inter Milan en début de semaine prochaine, tu es engagé encore en Coupe du Roi où là tu vas devoir disputer la finale et on sait qu'en Coupe du Roi c'est des matchs aller-retour donc ça peut être très compliqué pour les organismes, mais tu es aussi engagé en Liga où le Real Madrid n'est qu'à 4 points, donc c'est vrai que physiquement mais aussi mentalement ça pèse énormément de ne pas avoir écrasé ton championnat. Je prends l'exemple du PSG, le PSG a pu se permettre de perdre hier à Nice, de lâcher face à Nice, de lâcher un peu de l'Est. Le FC Barcelone ne peut pas lâcher de l'Est puisque le Real Madrid est à 4 points en Liga. Donc le FC Barcelone est contraint de gagner tous ses matchs de championnat, là où des équipes comme le PSG, comme le Bayern peuvent se permettre de lever un peu le rythme sur certaines rencontres, notamment puisque tu as pris de l'avance en championnat. Donc c'est vrai que le FC Barcelone est focalisé sur toutes les compétitions, ils sont engagés un peu partout et ça pèse énormément sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Et on a cette équipe catalane qui est émoussée physiquement, comme je l'ai dit, et qui va devoir composer sans Robert Lewandowski qui s'est blessé. Et ça peut questionner sur la potentielle efficacité du club catalan. Alors Ferran Torres est le co-meilleur buteur de cette Coupe du Roi. Il a inscrit 5 buts. C'est le joueur sur lequel va compter Hansi Flick. Ferran Torres est un joueur qui marque beaucoup de buts cette saison, notamment en sortie de banque et très impactant. Mais sur un match de cette intensité, de ce rythme, de cette pression, on peut se demander si l'ancien joueur de Manchester City va pouvoir supporter tout ça et suppléer Robert Lewandowski de la bonne manière, parce que Lewandowski c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, il est meilleur buteur de Liga comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a un peu l'équilibre de cette attaque catalane avec Yamal et Rafinha. On a une attaque très homogène en termes de profil, en termes d'âge, donc il apporte beaucoup d'expérience, là où Rafinha et Yamal vont être un peu plus foufou, et surtout c'est vraiment celui qui va finir les actions. Ferran Torres à la base c'est plus un joueur qui évolue sur un côté, qui peut jouer dans l'axe du terrain, mais c'est pas un tueur, c'est pas quelqu'un qui va te faire gagner une finale en marquant un but décisif. Donc on peut se questionner là-dessus. Maintenant Ferran Torres c'est un joueur
qui a marqué de nombreux buts cette saison, qui est meilleur buteur de cette Coupe du Roi. Et sur les derniers matchs joués sans Robert Lewandowski, oui, il y a ce match face à Majorque où tu tires 40 fois, tu ne marques qu'un seul but et ça a questionné sur l'efficacité du club catalan. Mais d'un autre côté, quand on regarde les derniers tours qui ont été joués en Coupe du Roi, ils ont été joués sans Robert Lewandowski. Il y a eu une partie face à Valence, je crois que c'était en quart de finale, où le FC Barcelone l'emporte 5-0, c'est sans Lewandowski, et Ferran Torres marque aussi pas mal de buts sur ce match-là et ça a permis au club catalan de s'imposer. Donc c'est vrai que oui, sans Robert Lewandowski, ça a pu être compliqué face à Mallorca, mais dans le passé, tu as pu coller 4-5 buts dans une partie sans l'attaquant polonais, avec Ferran Torres à la pointe de l'attaque. Il y avait eu un tour d'avant aussi en Coupe du Roi, je crois que c'était contre le Betis, où tu t'étais imposé largement, et c'était Dani Olmo qui avait joué en faux neuf, et il n'y avait ni Torres ni Lewandowski, tu n'avais même pas de neuf de métier, tu avais réussi à gagner, je crois, contre le Betis, c'était en Coupe du Roi, 4 ou 5-0. Donc c'est vrai que sans Lewandowski, ils ont eu du mal à ajuster la mire face à Mallorca lors du dernier match de Liga, mais il y a aussi eu des exemples de matchs en Coupe du Roi face à Valence, face au Betis Séville, où cette équipe du FC Barcelone, elle a été tout à fait capable de gagner en marquant énormément de buts sans Robert Lewandowski, avec Ferran Torres et même avec un système en faux numéro 9. Maintenant, tu vas jouer le Real Madrid avec beaucoup plus de pression, c'est une finale. Donc c'est vrai que le contexte est radicalement différent, mais la première chose qui me fait me dire que le Real Madrid a sa chance dans cette partie, c'est le fait que le FC Barcelone soit engagé partout et qu'il y ait beaucoup d'usure physique et d'usure mentale. Et d'un autre côté, ce qui me fait me dire que le Real Madrid a sa chance, c'est que l'absence de Lewandowski peut être préjudiciable, et on l'a vu face à Mallorca, où tu tires 40 fois et où tu n'as pas ce joueur qui peut finir les actions comme peut le faire Robert Lewandowski. Maintenant, il y a peu de motifs d'espoir quand même pour le Real quand on voit que cette équipe du Barça, elle a plus perdu en Liga depuis le 21 décembre dernier. Elle a perdu face au Borussia Dortmund, mais pour moi, cette défaite, elle est vraiment anecdotique. C'est une équipe du Barça qui perd peu, c'est une équipe du Barça qui est première de la Liga, qui est en demi-finale de Ligue des Champions, qui est en finale de la Coupe du Roi, qui est engagée partout, qui réalise une très bonne saison et qui a des joueurs de très très grande qualité. Oui, tu perds Robert Lewandowski, mais tu as Yamal et Rafinha, tu as un milieu de terrain qui n'est pas dépourvu de qualité technique, tu as un Pedri qui réalise une saison absolument exceptionnelle, Firmin Lopez, Dani Olmo, Gavi, tu as 4 milieux de terrain pour 3 places et 4 milieux de terrain de très grande qualité technique qui sont capables d'imprimer leur rythme sur le match face au milieu de terrain du Real qui manque peut-être de la justesse technique que peut avoir le FC Barcelone. Et le dernier truc qui me titille un peu du côté du Barça, c'est ce piège du hors-jeu. C'est vrai que le Barça défend excessivement haut. Lors du match aller en Liga, tu as eu la chance de mettre Kylian Mbappé hors-jeu à 8 reprises, mais à chaque fois, ça se jouait à un fil. Et face au profil rapide que peut aligner le Real Madrid avec Rodrigo, Vinicius et Mbappé, je crains qu'une erreur d'alignement ne condamne le FC Barcelone, d'autant plus que sur le flanc gauche, c'est pas Baldé qui va très vite, c'est Gérard Martin. Et Gérard Martin, c'est un profil qui est différent. Et dans ce système du hors-jeu qui nécessite beaucoup d'organisation, un alignement irréprochable et beaucoup de concentration et de lucidité, j'ai peur qu'un seul changement ne bouleverse l'équilibre et l'alignement de cette défense. Et face au profil rapide du Real Madrid, on peut en dire ce qu'on veut cette saison, ça reste des joueurs de classe mondiale, que ce soit Mbappé, Vinicius, et c'est des joueurs à qui il ne faut pas laisser un demi-espace. Et c'est vrai que si cette défense du FC Barcelone est beaucoup trop haute et qu'elle commet une seule erreur d'alignement ou de lucidité, ça va permettre à des joueurs de classe mondiale comme Mbappé ou Vinicius de s'engouffrer dans l'espace et de solliciter la profondeur. Transition toute faite quand même avec le Real Madrid, on va parler du club de la Maison Blanche. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis le 23 février dernier, le Real Madrid n'a plus gagné par plus d'un but d'écart en Liga. Tu bats Alaves 1-0, tu bats Bilbao 1-0, tu bats Getafe encore récemment 1-0. C'est un club qui n'arrive plus à gagner avec 2 ou 3 buts d'écart, et ça c'est problématique. Et encore, le 23 février dernier, quand tu t'es imposé à domicile face à Gérone, tu t'es imposé 2-0. On est loin de ce Real Madrid qui est capable de gagner par 4 ou 5 buts d'écart, alors que paradoxalement, tu as des joueurs de classe mondiale à la pointe de ton attaque, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, et ça, c'est problématique quand même parce que lorsque Kylian Mbappé est arrivé, on s'est dit que le Français allait renforcer les rangs du Real et qu'on allait avoir du football champagne à tous les matchs. Or, dans les faits, c'est pas le cas. Bilbao t'attend un but de Valverde à la 90 plus 3, une frappe de loin. Face à Alaves, c'est Eduardo Camavinga qui frappe de loin en dehors de la surface. Donc, c'est même pas les joueurs auxquels tu t'attends qui marquent. Même là, face à Getafe, c'est Arda Güler qui, sur un exploit individuel, permet au Real Madrid de gagner. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as une certaine forme d'assise défensive, puisque contre Alaves, contre Getafe, contre Bilbao, tu prends pas de but. Mais il y a beaucoup de situations pour ces clubs-là où tu dis que si les attaquants de Getafe ou d'Alaves sont un peu plus adroits, bah, tu en prends beaucoup des buts. Et puis, il ne faut pas oublier que tu as le meilleur gardien du monde dans tes buts et Courtois sauve énormément de situations aussi. Donc, c'est vrai que cette situation
l'organisation offensive, elle est très problématique du côté du Real Madrid parce que paradoxalement, tu as des joueurs de très haut niveau sur le plan individuel, des potentiels ballons d'or qui sont certainement plus forts que les joueurs du Barça. Je pense qu'intrinsèquement, Vinicius est meilleur qu'un Rafinha. Je pense que Kylian Mbappé peut devenir meilleur que Robert Lewandowski. C'est un choc de génération, mais globalement, on est sur deux joueurs de classe mondiale, ça se tape vraiment. Et pourtant, on a une équipe du Barça qui est beaucoup plus efficace. On a une équipe du Barça qui met 89 buts en Liga cette saison face à une équipe du Real qui a beaucoup plus de stars, mais qui manque un peu d'animation et d'équilibre. Et ça peut être problématique. Il y a la question du milieu de terrain aussi avec Camavinga qui est out jusqu'à la fin de la saison. On parlait du milieu très technique du FC Barcelone. Le Real Madrid ne peut pas se vanter d'avoir un entrejeu aussi qualitatif que celui du FC Barcelone en termes de technique. Chouameni, Valverde, Modric, pour moi, il y a quand même pas mal de limites là aussi. Valverde devrait même être positionné arrière droit ce soir parce que Vasquez a montré trop de limites défensives, donc ça va créer un effet domino qui va enlever l'impact de Valverde au milieu parce qu'on est obligé de le mettre à droite parce qu'on n'a pas d'autre solution avec la blessure de Carvajal et ça va t'entraîner à jouer avec un milieu Chouameni, Modric et Bellingham. Bellingham, ça peut être intéressant aussi dans ce milieu de terrain, mais Chouameni, ça manque cruellement de technique et Modric, c'est vieillissant et je doute de la capacité du Croate à jouer pendant 90 minutes. Donc il y a énormément de débats là aussi. Et au niveau de l'arrière-garde du Real, on parlait du fait que cette équipe du Barça, il lui manquait Alejandro Balde, que le piège du hors-jeu était piégeux justement pour cette défense catalane parce que ça permettait à des profils rapides de te prendre en profondeur et de profiter d'une simple erreur d'alignement. Mais du côté du Real, on ne peut pas dire que la défense du club de la capitale espagnole soit mieux pour autant. On est face à une équipe qui a pris la tempête contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions et on est sur une équipe qui ne tient qu'à un fil à chaque fois. Contre Alaves, contre Etafé, on est face à des équipes qui sont très moyennes en Liga et qui, à chaque fois, ne parviennent qu'à un fil pour pouvoir égaliser, notamment en fin de partie. Donc c'est vrai que cette défense du Real, elle n'est pas non plus très safe cette saison avec un Fran Garcia qui a des limites et dont le duel avec Yamal va être très difficile à gérer ce soir. On a au poste d'arrière droit un vrai désert avec la blessure de Carvajal, Vasquez qui a des limites, Valverde qui va devoir redescendre, Rudiger, Asensio au niveau des relances face au pressing du Barça d'Antiflick, ça peut être compliqué à gérer aussi d'un point de vue purement technique sur la relance. Donc franchement, je ne suis pas très serein quand même pour cette équipe du Real Madrid défensivement aussi, face à des profils comme Yamal, Rafinha qui sont en pleine confiance. Et au-delà du fait qu'ils sont en pleine confiance, c'est des joueurs qui ont un talent exceptionnel et qui sont capables de provoquer des différences avec cette attaque qui est très efficace. Je rappelle quand même que le Barça, comme je le disais, c'est 89 buts en Liga cette saison, ce qui est quand même assez dingue offensivement pour une attaque qu'on ne soupçonnait pas. Yamal est très jeune, Rafinha est un joueur moyen de première ligue à la base. Cette année, il fait une saison de ballon d'or. Lewandowski n'est pas là, mais Ferran Torres le remplace. Et Ferran Torres, c'est 5 buts en Coupe du Roi, meilleur buteur cette saison de la compétition. Donc en fait, tu as des options un peu partout, même au milieu de terrain. Si tu n'as pas envie de faire jouer Gavi, bah, tu as Olmo, tu as Pedri, tu as des joueurs comme De Jong aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de qualité dans l'entrejeu du Barça, notamment d'un point de vue technique qui te permet d'avoir une certaine forme de contrôle. Et dans une finale, avoir le contrôle du ballon, ça use psychologiquement l'adversaire et ça te permet de maintenir une certaine forme de confiance. Maintenant, tu joues contre le Real, qui est un club qui a l'habitude de gagner des finales. Le Real gagne souvent ses finales, même si en Super Coupe d'Espagne, bah, tu t'étais incliné 5 buts à 2. En plus, tu as été à 10 contre 11 pendant une grande partie de la partie, hein, quand même, sur la Super Coupe d'Espagne. Donc attention quand même pour cette équipe du FC Barcelone, parce que le Real, c'est une équipe qui sait gérer ce genre de match-là. Il va y avoir beaucoup de charges émotionnelles aussi, mais dernière stat que je vais sortir sur cette vidéo, Hansi Flick, durant sa carrière, a joué 6 finales et il a gagné les 6 systématiquement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les superstitieux, ne devrait pas rassurer parce qu'en général, quand Hansi Flick joue une finale, il la gagne. Après, Ancelotti aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Mais cette équipe catalane est meilleure. Elle est mieux organisée, elle a plus de talent technique, notamment au milieu de terrain. Mais les stars du Real Madrid peuvent se réveiller ce soir, avoir un sursaut d'orgueil et tenter de faire la différence. Personnellement, je pense que le Real va s'imposer 2 buts à 1. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à me donner votre prono. Merci beaucoup.